L'Open Innovation, une méthode pour ouvrir l'horizon et favoriser le développement de projets innovants. Innovation. Innovation. La confiance et l'humour. Avoir confiance dans la capacité de chacun à se surprendre, à nous surprendre, à voir ce que les autres n'avaient pas vu. Et de l'humour parce qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Bonjour à tous et bienvenue dans La Spirale, le podcast qui explore les pratiques d'innovation. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous laisser happer par l'Open Innovation. Bouclez votre valise, nous vous emmenons à la rencontre de 3 professionnels inspirants. Yann Toro-Lassalle, directeur délégué à l'innovation du groupe Keiran. Sophie Marron, co-gérante des Faits Spéciales. Et Sylvaine Casal, vice-présidente de la Cleantech Valley et directrice territoriale du Gard chez Enedis. Et nous arrivons devant le bâtiment de Keiran et nous allons pouvoir aller interviewer Yann Toro-Lassalle, le directeur général délégué à l'innovation. Bonjour Yann, merci de nous accueillir. Bonjour Ophélie, ravi de vous accueillir chez Keiran. Keiran, c'est un groupe indépendant qui est la réunion de 6 sociétés qui ont en commun de travailler sur l'aménagement des territoires dans toutes leurs dimensions en prenant en compte l'environnement. Je viens à votre rencontre parce que j'aimerais découvrir quel est le quotidien et quel est le rôle d'un directeur général délégué à l'innovation. Le rôle d'un directeur de l'innovation, c'est une définition qui me serait bien difficile à donner. Au quotidien, mon rôle consiste à la fois à décloisonner, à faire de la différence, de la réunion de plus de 60 métiers au sein du groupe, d'en faire une valeur ajoutée, d'en faire une force. Alors, vous parliez d'énergie. En janvier dernier, cette énergie a pris la forme d'un challenge et vous en êtes le promoteur et l'ambassadeur. Est-ce que vous pouvez me raconter comment on se retrouve ambassadeur et promoteur d'une boule d'énergie qui s'appelle le Challenge Innovation? C'est vrai que c'est une très belle aventure et c'est une aventure qu'on est fier d'avoir portée vraiment collectivement et en plusieurs étapes. Faire de l'innovation un socle commun pour l'ensemble de Keiran et miser sur la créativité, non pas des sachants, non pas des experts, des ingénieurs, des écologues, des urbanistes, mais sur la capacité de créativité collective. On a commencé par faire un appel à défi qui a permis à l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs du groupe de nous dire ce qui, de leur point de vue, pouvait être un défi, une question sans réponse, un problème à résoudre. On en a tiré 70 pistes de défis qu'on a regroupées, triées, réinterrogées. Et à partir de là, on a reformulé 4 défis créatifs dans une journée organisée sous un format qui s'appelle le hackathon. C'est-à-dire que c'est une espèce de sprint créatif où pendant 10 heures, voilà, pour le dire de façon triviale, on presse du jus de cerveau. Les équipes ont vécu des moments à la fois de grande excitation, d'émulation, c'était joyeux, c'était bouillonnant. Et puis, il y a eu aussi des passages à vide, des moments de flottement, de doute, pendant lesquels on a senti que elle se demandait un peu en quoi 5 personnes qui s'étaient jamais rencontrées, qui n'avaient pas forcément une légitimité technique par rapport au sujet dont elles essayaient de s'emparer, en quoi finalement, en 10 heures, elles étaient capables de proposer quelque chose de différent, de sortir des lieux communs et des poncifs, des premières bonnes idées que tout le monde est capable d'avoir un peu rapidement. En collaboration avec 3 partenaires, vous avez lancé, là encore, une autre initiative, une nouvelle chaire qui est intitulée « Habiter le monde au prisme des limites planétaires » pour repenser les approches territoriales, urbaines et architecturales. J'aimerais bien que vous nous expliquiez cette démarche et surtout
Qu'est-ce qu'une résidence ? Alors, effectivement, c'est une démarche assez originale qui a été lancée par l'Institut d'études avancées de Nantes. À travers cette chaire, l'invitation, le souhait de l'Institut d'études avancées de Nantes était de créer davantage de passerelles entre le chercheur accueilli ou la chercheuse accueillie et puis des acteurs et des enjeux du territoire. Et donc, pour cela, l'IEA a réuni l'école d'architecture de Nantes avec Nantes Université, l'agence d'urbanisme de Nantes, et puis Kéran en tant qu'entreprise du territoire. Donc, on a imaginé un cycle de 3 résidences qui vont se succéder 3 années de suite, pendant laquelle on accueillera donc 3 chercheuses ou chercheurs différents, 2 champs disciplinaires différents, mais qui doivent tous nous aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut construire un scénario d'habitabilité d'un territoire dans le respect des limites planétaires. Comment, en tant que directeur de l'innovation, on arrive à se dire « Tiens, je vais lancer une résidence d'innovation ». La résidence doit à la fois offrir une bulle de confort, d'accueil, où on prend soin finalement de la capacité créative ici des chercheurs. Face aux défis auxquels on fait face, personne aujourd'hui ne pourrait prétendre avoir la solution ou la formule magique. Et peut-être que la seule formule magique serait de savoir s'appuyer véritablement sur le collectif, c'est-à-dire de faire confiance à la capacité d'inventivité, aux convictions, à la ténacité que chacun peut avoir dans son métier, de réussir à résoudre les incohérences qu'on vit tous au quotidien. Après cette rencontre, je repars avec un goût de l'aventure collective, une envie de décloisonner et de combiner les idées. Et avec une interrogation, et si l'open innovation, c'était prendre soin de la capacité créative ? J'apprécie. Bonjour Sophie. Bonjour Ophélie. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous me racontiez l'histoire des Faits Spéciales. Alors, je suis Sophie Marron, je suis directrice administrative et financière des Faits Spéciales. Et l'entreprise a été créée en 2015 sous format coopératif. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, je les ai rejoints pour prendre en charge les questions aussi de développement et les questions d'innovation et de R&D. Le studio Les Faits Spéciales, c'est un studio qui est détenu par les salariés qui travaillent dans l'entreprise et qui fabriquent des images animées, soit pour le cinéma, des longs métrages, des courts métrages, mais aussi pour des musées et puis des programmes dont on va parler, des programmes de médiation scientifique. Le point commun, j'ai l'impression, avec tous ces éléments, le cinéma, les musées, tout ce qui est valorisation de la culture, j'ai l'impression que c'est la passion, mais il peut y avoir aussi de la passion scientifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment des innovations peuvent naître de ces passions ? Je pense que les premières armes d'effet spécial du studio sur les questions de médiation scientifique sont apparues quand on a travaillé sur les 26 multimédias du musée de l'ODEV, où on s'est retrouvé, sans vraiment avoir mesuré ça, qu'on allait travailler avec des scientifiques spécialisés sur le volcanisme, spécialisés sur la préhistoire, sur des choses très très pointues, où il a fallu en fait créer des images animées pour pouvoir expliquer les mouvements tectoniques, pour pouvoir raconter l'utilisation de certaines armes, de la chasse, etc. Raconter des histoires, ça on savait faire, mais des histoires qui soient justes, qui soient précises, qui soient validées par des scientifiques, ça c'était vraiment assez nouveau pour nous et ça nous a beaucoup plu parce qu'aussi l'équipe est une équipe à la fois d'artistes mais aussi de techniciens. Donc voilà, il y a la rigueur aussi scientifique qui a permis d'aller sur ce terrain-là qui n'était pas forcément attendu au début. On a ce côté passion autour d'un projet culturel et on allie tout le volet artistique avec le volet scientifique. Et comment justement on amène ce côté technique, scientifique dans ce type de projet ?
Notre équipe a la spécificité par rapport à d'autres studios d'animation. On a une grosse équipe de R&D, à la fois des personnes qui travaillent sur des questions de développement de logiciels et d'outils pour les graphistes, à la fois la création de logiciels qui vont permettre la circulation des décors, des images, des objets d'un studio d'animation à l'autre, puisqu'en fait, un film, ça se fait jamais intégralement dans un studio ou assez rarement. Par exemple, le film La Sirène, sur lequel on a travaillé pendant le Covid, il y avait 8 studios différents qui travaillaient ensemble, donc il fallait travailler à distance dans 5 pays différents. Des pays différents, des équipes différentes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de partenariats et vous savez gérer les partenariats. Comment vous développez et quels sont les atouts, justement, d'être une start-up scope dans le développement des partenariats? Je vous dis, ça a été un peu la grosse découverte quand on a travaillé sur le musée de l'ODEV, de travailler avec des collectivités territoriales, avec du public, avec un marché public, chose qu'on n'avait jamais fait. Des studios qui font du long métrage et qui vont sur des marchés publics, ça demande quand même une certaine état d'esprit, une rigueur. L'ODEV nous a fait confiance alors qu'on était face vraiment à des gros, sachant qu'on n'avait jamais répondu à un seul appel de public, qu'on avait juste 3 ans. Donc, il y a une confiance et une certaine bienveillance parfois des interlocuteurs du fait du travail, de la crédibilité qu'on a sur les projets précédents, sur les collectivités territoriales aussi, ou bien par exemple quand on travaille avec un laboratoire public, le fait qu'on soit une entreprise à lucrativité limitée, qu'on soit sur format coopératif, ça les rassure. Ils se disent qu'on ne va pas être uniquement dans une logique purement économique. On aime bien travailler avec des gens d'horizons différents. Et donc, assez naturellement, après l'ODEV, on s'est retrouvé à travailler avec des chercheurs, avec des laboratoires publics. Donc, si je résume, un état d'esprit, justement, c'est une rigueur particulière par rapport à la rigueur scientifique de l'équipe, une curiosité artistique, mais aussi après tout un volet qui va être d'entretenir une certaine philosophie sur tout le volet open source. Ça, c'est quelque chose que vous cultivez au quotidien ou pas ? Flavio Pérez, qui est notre co-gérant et directeur technique, a été très agacé de changer, quand il changeait lui en tant qu'intermittent de studio, de devoir recréer un nouveau logiciel systématiquement et de ne pas pouvoir réutiliser ce qu'il avait fait dans l'entreprise précédente. Et donc, on s'est dit, finalement, le libre, ça a du sens. Et donc, ce cabaret, qu'on appelle chez nous, en l'ayant modifié, apporté plein de nouvelles choses, qu'on appelle LibreFlow, a été utilisé, je vous disais tout à l'heure, sur le film La Sirène, sur 8 studios différents. Et tout le travail qu'on fait, on le remet après dans notre blog, en fait, qui s'appelle La Cuisine des Fées. Et du coup, c'est réutilisable par d'autres studios, par d'autres partenaires qui peuvent s'en servir, l'améliorer, développer des branches différentes. Merci. Je suis assez curieuse. Auriez-vous un projet dont vous voudriez nous parler ? Alors, peut-être un focus spécifique sur un projet qui nous tient à cœur et qui peut illustrer en fait ce travail de collaboration avec des partenaires différents. Il y a quelques années de ça, Eric Serre, notre directeur artistique et co-gérant d'effets spéciaux, a eu l'occasion de discuter avec des chercheurs de Paul Valéry, des chercheurs du laboratoire CEFE, qui est un laboratoire d'écologie. Et ces chercheurs sont des passionnés des insectes moches et des insectes qui sont méconnus. Et Eric, qui est passionné par les questions de biodiversité et de médiation scientifique, a eu envie de développer un programme justement pour changer l'image en fait de ces insectes et les faire mieux connaître auprès du grand public pour qu'ils soient plus appréciés, plus respectés et plus préservés. On s'est inspiré du savoir de ces chercheurs qui nous ont donné des tas d'informations sur ces différents insectes à valoriser. On les a fabriqués, modélisés en 3D, on les a animés, on les a fait voler, on les a fait se déplacer et on a fait du coup une exposition qui se décline à la fois sous forme de panneaux en dur qui sont installés au parc du Lunaret et puis il y a le petit marqueur qui permet, grâce à une application qu'on télécharge, de développer la réalité augmentée. Pour nous, c'est un enjeu hyper intéressant parce que c'est des questions à la fois de biodiversité, c'est travailler avec des chercheurs mais qui sont juste passionnés. Dans le monde de Sophie, j'ai trouvé la puissance d'une histoire, la force de la passion et la rencontre de mondes différents autour d'un processus créatif.
Et si le processus de création est le même pour le chercheur et pour l'artiste, est-il le même au sein d'une start-up et d'un grand groupe ? Bonjour Sylvaine. Bonjour Ophélie. Sylvaine, pourriez-vous nous présenter la Cleantech Valley ? La Cleantech Valley, c'est une association qui est née en 2019, donc qui est assez récente, qui est née à la suite de la fermeture de la centrale thermique d'EDF à Aramon. Il y a 10 industriels du territoire et 2 collectivités territoriales, la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et la communauté de communes du Pont du Gard, qui se sont regroupés pour créer cette association et dans le but de favoriser les technologies vertes et de recréer de l'emploi localement. Avec la volonté d'aller déjà vers cette idée de l'après-territoire du pétrole. Pourriez-vous nous raconter la vie dans la villa d'Aramon de la Cleantech Valley ? Alors, dans la vie dans la villa, d'abord, elle accueille l'ensemble de nos salariés, une petite équipe de 5-6 personnes. Et puis ensuite, elle est surtout le lieu de beaucoup de vie, contrairement à la centrale qui est derrière et qui est en déconstruction, puisque nous avons 2 axes majeurs au sein de la Cleantech Valley. À la fois, on est désormais, depuis le mois de novembre, opérateur du contrat territoire d'industrie pour la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et la communauté de communes du Pont du Gard. Et donc, on doit mettre en place le plan d'action. Et le deuxième axe majeur de la Cleantech Valley, c'est ce qu'on appelle le Cleantech Booster. C'est un accélérateur de start-up et de PME, incluant un programme d'open innovation avec les membres de la Cleantech Valley. C'est un programme qui a lieu sur 12 mois. La spécificité de ce programme, c'est que au-delà de l'accélération, du programme d'accélération qui est prévu pour les entreprises, il y a un programme d'open innovation pour les membres fondateurs et les membres adhérents à la Cleantech Valley, donc à la fois des grands groupes industriels et des collectivités locales, donc le monde public. Et ce programme d'open innovation a justement vocation à faire des ponts entre le monde de la start-up et le monde du grand groupe, voire le monde public des collectivités, pour développer de l'expérimentation. Sylvaine, demain, le 11 avril, il y a un événement de présentation du territoire d'industrie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus en avant-première ? Alors demain, on va présenter à Cyclium, donc qui est l'association des entreprises du nucléaire, le projet territoire d'industrie avec les 4 axes et les 80 actions que la Cleantech Valley va piloter et dont un des axes qui est l'innovation. Et seront présents certains des startups que l'on accélère cette année pour permettre à l'ensemble de ces groupes du domaine du nucléaire de leur permettre de voir quelles sont les offres de services que proposent ces startups et voir si là aussi il n'y a pas des liens, des expérimentations, des collaborations à définir. Donc c'est vraiment cette idée d'ouvrir la Cleantech Valley aux écosystèmes locaux, aux grands groupes et aux groupes de taille plus moyenne pour permettre de multiplier les coopérations entre start-up et industrie du territoire. Oui, donc au-delà de simples échanges, c'est la création d'une véritable relation et en fait d'un maillage sur le territoire. Voilà, c'est tout à fait ça. Et depuis 2019, on a accompagné 40 entreprises. 100% des entreprises qu'on a accompagnées ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires. Et on a fait pas moins de 140 mises en relation entre les startups et les grands groupes. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces projets que vous avez vus naître ? On a, sur l'année Covid, réussi, dans le cadre de la saison qui est en cours, à créer une synergie entre EDF et un collectif de 4 startups. Donc, il y avait Innovtech, Fadilex, Tericen et Cirea qui ont créé un robot de décontamination et de désinfection. Et puis, une collaboration que je peux vous donner qui a eu lieu et qui concerne Enedis. Donc, nous sommes associés avec la startup Swin qui a été accélérée en saison 2. Donc, Swin aujourd'hui est un opérateur d'autoconsommation collective
collective. Donc, il aide les porteurs de projets à monter une démarche d'autoconsommation collective. Et il s'appuie pour cela sur le partenariat qu'on a donc noué avec Enedis, où on leur facilite un certain nombre d'actions dans le démonstrateur qu'il a créé sur la commune du Quellard dans le Gard. À l'époque, les compteurs Linky n'étaient pas encore posés. Et donc, on a anticipé la pose des compteurs Linky qui est nécessaire pour compter les électrons à la fois en termes de consommation et de production. Et donc, aujourd'hui, il a réalisé, donc il est l'opérateur de l'autoconsommation collective à Domazan, donc sur la communauté de communes du Pont du Gard. Et il y a 7 autres communes de ce territoire qui sont intéressées par son produit. La Clétech Vallée avait été initiée, c'était une des grandes premières, sur un volet de co-construction. Actuellement, vous entretenez cette co-construction? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu 2 saisons équivalentes. Chaque année, on apporte des modifications parce que chaque année, on voit des avantages, on voit des inconvénients et donc on essaye d'y remédier. Et puis, la nouveauté que l'on va amplifier là avec ce fameux contrat territoire d'industrie, c'est aussi de beaucoup plus s'ouvrir. Parce que qui dit innovation dit forcément ouverture sur le territoire et au-delà. Donc, on souhaite nouer des partenariats avec d'autres structures dans l'idée non pas de se mettre en concurrence, mais au contraire de créer des synergies et de s'enrichir de nos complémentarités, avec vraiment l'idée de faire rentrer tout cet écosystème pour le mettre à disposition de nos startups. C'est vraiment ça l'idée, d'entretenir cette dynamique de co-construction en utilisant la richesse du territoire et de l'écosystème innovation. Ce voyage se clôture après la découverte des ponts qui sont source de collaboration et d'expérimentation. Et une dernière découverte, la capacité de partage est la condition pour grandir ensemble. Innovation. Chers innovateurs, je vous écris cette carte postale du pays de l'Open Innovation. J'ai visité 3 lieux magiques, une résidence, une villa, un studio. J'ai rencontré des mondes différents, artistiques, scientifiques, associatifs et industriels. Dans ces mondes, une langue est partagée, c'est celle du processus de création. Et si vous êtes, vous aussi, animés par la même passion d'innover, je vous invite à venir visiter le pays de l'Open Innovation. Au plaisir de vous raconter de vive voix cette exploration à mon retour. Merci à tous d'avoir écouté La Spirale, un podcast réalisé par Miriagon Conseil, société de conseil en stratégie et innovation. Prêt à embarquer avec nous pour continuer à explorer la route de l'innovation ensemble ? Suivez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et faites rayonner l'innovation autour de vous en partageant le podcast La Spirale.